Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez et selon d'où vous nous recevez chez vous. Comme à notre habitude, j'allais dire, depuis quelques années maintenant, nous vous proposons des invités spéciaux sur nos plateaux grâce à nos émissions spéciales pour répondre à certaines de vos préoccupations sur des thématique d'actualité. Et cette émission spéciale reçoit pour vous Clotaire Agosou, professeur agrégé des facultés de droit, vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Parakou. Bonsoir, professeur Agosou. Bonsoir, monsieur Morilakoa. Merci d'avoir accepté venir sur ce plateau de vérité pour répondre à nos questions, professeur. C'est moi, monsieur le journaliste. Madame, Messieurs, avec le professeur Clotaire Agosou, qui, à 16 heures perdues, exerce en tant qu'avocat au barreau de Paris, qu'il a intégré en 2018, après avoir fait l'école de formation des avocats du barreau de Paris, EFB. Nous ferons le tour des questions liées à l'actualité sociopolitique nationale. Et chers professeurs, allons dans le vif de cet entretien. Processus pour l'élection présidentielle de 2026, le duo candidat de la mouvance est connu et le dossier est déposé à la Sénat le 13 octobre dernier. Et au lendemain de l'investiture du duo candidat à Parakou, il faut le dire, nous avons assisté à une déclaration du cercle des enseignants du supérieur engagé. Ma question, la voici, cher professeur. Vous êtes engagé par rapport à quoi et qu'est-ce qui vous engage en tant qu'enseignant? Ah oui, monsieur le journaliste, alors, je voudrais ici tout d'abord remercier tous mes collègues enseignants qui sont dans ce cercle avec moi, qui ont accepté d'être engagés ou de s'engager. Alors, trois choses nous ont poussés à nous engager. Première chose, c'est la continuité. Deuxième chose, c'est la fidélité. Troisième chose, c'est la jeunesse. Vous savez, comme le dit un dicton béninois, quand vous êtes assis sous un arbre, que vous ne parlez pas, eh bien vous allez recevoir les miettes des oiseaux qui se posent sur l'arbre. Le plus grand mal que l'intellectuel puisse faire à une démocratie, aussi belle qu'elle soit la nôtre, c'est de ne pas parler. C'est son silence. Le silence, lorsqu'il est coupable, tue. Alors, c'est pour la première fois que vous aurez compris que l'intellectuel que nous sommes, les universitaires que nous sommes, nous sommes sortis des amphithéâtres, des laboratoires, de nos bibliothèques, pour dire ce que nous pensons du choix qui est fait après ces 10 dernières années de gouvernance de ce pays. Et lorsqu'on regarde le choix qui est fait, c'est d'abord ça, ce qui nous engage. Ce choix exprime trois grandes valeurs. Lesquelles? La continuité, la fidélité et la jeunesse. Alors, je vais commencer par la dernière, la jeunesse. D'accord. C'est une valeur. Elle ne doit pas être quelque chose qui se charogne, quelque chose qu'on met dessus. La jeunesse. Je fréquente les prétoires, je fréquente les amphithéâtres. Ce qui me choque, ce qui m'émeut de plus en plus, c'est la jeunesse que j'y rencontre. C'est la jeunesse que j'y rencontre. Et penser à cette jeunesse, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et cette jeunesse, c'est le Bénin de demain. C'est le Bénin de demain. Et comment construire ce Bénin de demain? C'est eux. Ce ne sera plus nous autres. Donc, à travers le donneur du savoir, à travers de ces dispensateurs de la connaissance que nous sommes, il est temps de venir expliquer, de sortir des amphithéâtres et de venir expliquer à la population que ce choix qui a été fait, c'est un choix de continuité pour toutes les réformes qui ont été entreprises depuis 10 ans. C'est un choix de fidélité en un homme qui a partagé cette continuité, a participé à ces réformes Ouadani pendant 9 ans
Et donc a été fidèle à cette vision. Et enfin, à la jeunesse. On était tous à Parakou. Vous avez vu son discours. Ce discours s'est exprimé autour de ces 3 valeurs. C'est en ça que nous nous sommes engagés au lendemain de cette cérémonie d'investiture. Et pourquoi le lendemain, déjà après l'investiture, samedi, dimanche, déjà vous faites une déclaration? Est-ce une manière de devancer les autres peut-être qui le feront après pour aussi mieux vous positionner, pour garantir peut-être des postes futuristes? Alors, monsieur le journaliste, nous l'avons bien dit dans notre déclaration. Nous ne sommes ni partisans circonstanciels, nous ne sommes demandeurs de rien. Nous avions juste dit, à trop se taire, des choses passent à côté et ce ne serait pas bon. L'intellectuel que nous sommes, nous avons rendez-vous devant l'histoire. On va rendre compte. Alors, donc, lorsque on a l'habitude de dire, quand ton ennemi porte un habit aussi joli qu'il soit, l'amabilité, l'élégance, l'humilité et l'élégance qui s'y est pour le lui dire. Et nous, en tant que scientifiques, le pouvoir scientifique, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir aujourd'hui qu'on ne peut nier, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de la gauche ou de la droite, eh bien qu'on ne saurait nier. Et donc c'est nous, porteurs de ce savoir, nous avions dit, ce choix qui est fait en lui-même déjà porte des valeurs, ces 3 valeurs-là. Nous sommes là, prêts à pouvoir expliquer cela, à pouvoir aider le candidat à construire un modèle dans une continuité fidèle à la jeunesse. Cette continuité dont vous parlez voudrait dire alors que tous les problèmes des enseignants ont été satisfaits sous le mandat Talon. Alors très vite, je vais vous le dire quelque chose. Oui. Je vais vous avouer, le parent pauvre de ces 10 dernières années, c'est l'université. Ah bon? Ah oui. Ça me donne. Ah oui. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Hein. Du tout pas, mais je vous le dis, le parent pauvre. Pourtant, des engagements ont été faits. Déjà, on a lancé le recrutement de 600 d'enseignants à l'université. Oui, récemment. Mais depuis 10 ans, les recrutements n'ont pas. On a lancé la construction des amphithéâtres. Oui. Aussi. Également, c'est lancé. Et donc, ça vient. Donc, la patience, le Bénin ne peut se construire en un jour. Mais dans d'autres domaines, beaucoup de choses qui ont été faites et qui peuvent avoir des incidences. Et même à l'université, le monde a été plus ou moins assaini. Il y a eu l'évaluation. Il y a une commission aujourd'hui, il y a une délégation de déontologie pour assainir le milieu plus ou moins. Vous savez, ce qui caractérise l'enseignant, c'est son humilité. C'est son humilité, sa sobriété. On le voit à travers votre habillement sur le plateau. Je vous attendais plus en costume ou en 3 pièces. Oui, monsieur le journaliste, je comprends très bien. Mais comme je vous le dis encore, ce qui caractérise l'enseignant, c'est sa sobriété. Apparemment, vous incarnez un enseignant, un nouveau type d'enseignant, puisque ceux qu'on avait connus, c'était des demi-dieux. Alors, je vous dis, depuis 10 ans, ce qui a été fait au niveau de l'enseignement supérieur, à travers la réforme du CNE, le Conseil national de l'éducation, à travers des réformes au niveau de l'enseignement supérieur, où aujourd'hui, l'enseignant est évalué par les étudiants. Ah oui? Ah oui. Et même déjà au niveau du CAMES, l'enseignant est évalué par les étudiants. Donc, vous avez une note par rapport à ce que les étudiants pensent de vous. C'est très important. Et donc, toutes ces réformes montrent que le futur reste à venir. Et que les choses changent. Et que les choses vont changer et que le meilleur est là, tout proche. Et donc, pourquoi désespérer? Pourquoi désespérer? Et c'est pour ça que nous, engagés, enseignants engagés, nous disons que c'était un choix qui a été fait, un choix juste, un choix qui respecte cette triptyque dont nous parlons, continuité, fidélité à la jeunesse. Et quels ont été alors, si on fait le point, pendant ces 10 dernières années, vos motifs de satisfaction dans le monde enseignant aujourd'hui? Alors déjà, dans les réformes qui ont eu lieu, les réformes déjà sur le plan des finances publiques, ça c'est important. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous imaginez que pour organiser le bac, c'était avec des cantines
billets d'avion, de billets de CFA qui allaient, et donc le reste, on ne restituait plus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. C'est important. C'est très important. Le taux de réussite aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. C'est vrai que tout n'est pas rose. Je ne dis pas pour autant. C'est vrai aussi que peut-être les méthodes utilisées laissent à discourir, laissent à discussion. Mais les choix dans le fond de ce qui a été fait, eh bien, ce sont des choses normales, tant sur le plan environnemental, tant sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé de l'enseignant du supérieur. Vous imaginez aujourd'hui à l'université, je vous donne des exemples simples. Aujourd'hui, nous avons une assurance santé, nous enseignants. À côté de la prise en charge de l'État, nous avons une assurance santé prise par l'université pour s'occuper. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Donc il y a des réformes qui sont là et qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on ne rompt pas la corde. Un auteur, un grand professeur de ce pays dit c'est à l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Encore que les cordes à choisir, les cordiers à choisir, il faut bien regarder pour les choisir. Et je pense que dans cette ferveur, le choix qui a été fait par le chef de l'État, Patrice Talon, c'est un choix qui respecte cette triptyque que nous avons et c'est ça qui nous a amené à nous engager. Parlons un peu de votre parcours, cher professeur Clotaire Agosou. Mais avant, il paraît que vous avez un sosie. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Bon. J'ai fait mes enquêtes et vous avez un sosie. Oui, c'est ça, monsieur le journaliste, c'est vrai. Je suis né jumeau. Je suis né à Lokossa. Et en fait, mes parents, mon père venait rentrer dans l'armée. Ma mère, une vendeuse. Mon père est pédard, ma mère est beau-pas, mon père vient de rentrer dans l'armée. Et donc, ma maman, à Lokossa, à Gamé, devrait pour la 3e fois aller accoucher, mais on l'a référé sur Lokossa. D'accord. On l'a référé sur Lokossa parce qu'elle portait des jumeaux. Cette grossesse c'était une menace. Voilà, c'était une grossesse jumellaire. Avec beaucoup de menaces souvent. Voilà. Et donc là, elle a accouché de 2 garçons, Clovis et Clotaire. D'accord. Donc mon frère jumeau s'appelle Clovis Agosou. D'accord. Clovis Agosou est un opérateur économique. Il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau là. Je pense. Me semble-t-il, et puis comme vous le savez, vous allez le découvrir. Et donc c'est dire que des gens peuvent me voir et penser que c'est lui. Des gens peuvent le voir et penser que c'est moi. Et très souvent, mes étudiants font cette confusion. On pense que c'est moi. Et donc, c'est ça. J'ai un sosie, peut-être. C'est vrai. Ah oui, donc, il profite alors gratuitement de ces salutations. Bonjour, professeur. Ah oui, c'est vrai. Parfois, vous imaginez, je vous raconte une anecdote. C'était l'actuel recteur de l'université de Parakou. Alors, vice-recteur de l'université de Parakou, je venais de passer le grade de maître assistant. Et donc, je devrais être à la cérémonie de gratification. Et je n'y étais pas, question de maladie. Et là, il rencontre mon frère à l'aéroport de Cotonou. Il dit, mais toi, tu n'étais pas à la cérémonie. On t'a cousu le toge, tout ça, et tu n'y étais pas. Il dit, monsieur, ce n'est pas... Il dit, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je te dis qu'on a fait tout ça et tu n'es pas venu. Il dit, non, ce n'est pas Clotaire. Mais de quoi il parle? Et donc, il a pris son avion et il est parti. Donc, heureusement, il vient à l'université l'autre jour et il me voit. Il me dit, mais toi, je t'ai vu la dernière fois, tu me dis que ce n'est pas toi. Il dit, ah oui, vous avez vu Clovis. Je suis jumeau. Et là, il y avait un autre collègue qui était là, qui a dit, oui, il est jumeau. Et si tu vois le... Donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent et j'ai vraiment un sosie dans la nature. Oui, ouais. Merci de l'avoir confirmé, cher professeur Clotaire Agosou. Parlez-nous un peu, vous êtes professeur agrégé. Comment en êtes-vous arrivé là? Et on découvre que vous êtes avocat. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis né à Lokossa. J'ai fait mes études entre Agamé et puis Cotonou. Les primaires entre Agamé et Cotonou. Ensuite, les études secondaires, le CEG Zobo,
sur Sainte Rita. D'accord. Après le bac, 99, le bac, j'avais un bac D, Oui. mention passable. Waouh. Alors, je voulais être médecin. Il est important de le dire. Hein? Ah oui, c'est vrai, D'accord. pour être là où je suis. Donc ce n'est pas nécessairement l'envie. Voilà, donc qui arrive. Le droit, c'est toujours ça. Et donc, je voulais servir les autres. Donc je voulais être d'abord médecin. Donc j'ai passé les concours d'entrée à la FSS. Je n'ai pas pu le décrocher. C'est là mon frère me demande, bah, tu ne vas pas aller faire le droit? J'ai dit d'accord, ça ne me dérange pas. Et puis, lui, il était déjà un peu un entrepreneur. J'ai fait Gaza Formation avec lui d'ailleurs. Exactement. Et donc, lui était déjà un entrepreneur déjà. Il entreprend, il était un grand photographe, tout ça. Et c'était 6200 l'inscription à la faculté en ce moment. Il m'a remis les 6200 francs. Et donc, je suis allé m'inscrire à l'université d'Abomey-Calavi. C'était la FACIGEP. Donc, de la première année, c'était la maîtrise en ce moment-là. J'ai fait ma maîtrise, j'étais responsable d'amphithéâtre. J'ai été président du bureau d'union d'entité. BUE. Oui, oui, c'était ça. Donc, c'était du temps d'Edouard Tchapé, président BEF, alors. Ensuite, Brice Tchaoun, qui est venu. Yabéo Aguiar, qui était là. Simon Dinan, l'actuel maire de Paubert. Donc, on a fait le mouvement estudiantin en son temps là. Donc, on a beaucoup. Ensuite, par ailleurs, quand on était au collège, mon frère était le président de l'association des élèves et étudiants de la Renaissance du Bénin. On a fait la Renaissance du Bénin. Donc, on était ça. Donc, le mouvement estudiantin, le mouvement partisan, on l'a fait. Très tôt. Hein, très tôt avant de venir. Donc, avec ma maîtrise en droit, je suis sorti major de ma promotion. Et puis, j'ai fait le DEA. J'ai fait le DEA ici, toujours à la chaire UNESCO, hein, de l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Après le DEA, je suis parti j'ai obtenu une bourse, je suis parti pour la Belgique. Ah, d'accord. Pour faire une thèse, pour faire en même temps un autre DEA et faire une thèse de doctorat en droit de la famille. Donc, je me suis davantage... Alors, après la thèse, j'ai choisi de venir servir mon pays. Donc, je suis rentré et c'est là que j'ai été recruté à l'université de Parakou en 2012. Alors, en 2012, donc, enseignant à l'université de Parakou, il y avait deux facultés à l'université de Parakou alors. Il y avait la faculté de droit et de sciences politiques de Tchaourou, et il y avait la faculté de droit de l'université de Parakou elle-même. Donc, moi, j'étais à la faculté de droit de Tchaourou. En 2016, je suis passé maître assistant dans le corps des maîtres assistants. Et puis, en 2021, je suis allé au concours d'agrégation, je suis sorti vice-major de ma promotion. Alors, entre autres, pour des raisons de santé, j'étais entre-temps à Paris, et puis dans l'attente d'accéder à un médecin pour traitement, puisque la durée, ça prenait trop de temps. Un ami m'a demandé, si tu t'inscrivais à l'école des barreaux, puisque tu es docteur belge, ça pouvait passer. Et donc, je me suis inscrit à l'école des barreaux. Donc, j'étais déjà enseignant. C'était ma passion. Je le voulais. Et donc là, je me suis inscrit à l'école des barreaux et puis j'ai passé le CAPA et puis ça a marché, je suis devenu avocat. Donc vous voyez. Mais il y a une chose, depuis que moi je suis devenu avocat, ma manière d'enseigner a changé. Pourquoi? Parce que j'allie la pratique à la théorie. J'allie la pratique à la théorie et ce n'est pas la même chose. Lorsque vous pratiquez la théorie que vous apprenez aux enfants, vous voyez déjà les failles. Vous voyez déjà comment reformuler cette théorie. Vous voyez déjà. Donc quand vous êtes trop dans la théorie, c'est pas toujours bien. C'est comme si vous êtes en l'air. Il faut descendre. Souvent. D'accord. C'est pas dit. C'est quoi? Certains pensent que est-ce que vous êtes le meilleur praticien de recommander qu'il serait bien que en tant que professeur, après le parcours, pour être professeur, il faut quand même rentrer dans une école d'avocat? Non, pas nécessairement. D'accord. Mais ce serait bien, lorsqu'on a des théories, de les appliquer, d'aller peut-être occuper un poste dans l'administration, où on va mettre en pratique ça. C'est pas théorie. Et là, on est confronté à une réalité. Donc la pratique n'est pas nécessairement. Alors, si vous êtes un grand professeur, par exemple, de sciences politiques, et que vous rentrez dans la politique, vous appliquez les théories de sciences politiques que vous enseignez aux enfants, vous allez voir vous-même la portée de cette théorie-là. Et vous mesurez, et peut-être qu'au soir de votre vie, vous allez réécrire vos théories de début. D'accord. Et ça fera de vous peut-être... Alors, l'enseignant, c'est celui qui a une thèse,
Une thèse qui n'est pas la même au soir de sa vie. Parce que pour avoir été confronté à certaines réalités de la vie, ce qu'il a écrit au début, il va dire, il va falloir que je... Parce que c'est comme le dit un grand professeur de ce pays, Victor Topanou. Alors, l'enseignant, c'est comme du vin, ça bonifie avec l'âge. Très bien. Ça se bonifie avec l'âge. C'est ça, exactement. Et le meilleur praticien... Ce n'est pas celui qui ressort sa fiche de 1960 en 2025. Non, du tout pas. Ça Fils jauni. C'est très dangereux. Fils jauni, c'est pas ça. C'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Donc, ça, c'est mise à jour de tous les jours. Donc, il faut le faire. Et donc, l'enseignant, ça se bonifie avec l'âge. D'accord. Ça se bonifie avec l'âge. C'est comme du vin. Et donc, vous prenez avec douceur. Et c'est ça qui donne le pouvoir scientifique. C'est ça qui donne le pouvoir scientifique. Alors, on a tout dit peut-être que ça parle trop, ça parle beaucoup, mais c'est de la discussion que jaillit la lumière. Et la lumière, c'est ce que recherche c'est ce que nous faisons. C'est notre objectif. C'est de ne pas mettre dans la tête de ceux que nous avons devant nous une sorte de dogmatisme qui n'a ni de sens, qui a des difficultés à s'appliquer. C'est également d'assumer ses positions. Quand on est un ancien, on assume ses positions. Très bien. On est engagé. Et quand on est engagé, on sait dire non, on sait dire oui. Très bien. D'accord. Et cette parenthèse, on va la fermer. Celle-là qui nous a permis de mieux vous découvrir, de savoir qui nous avons effectivement sur ce plateau. Vous êtes vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Parakou, je le rappelle. Pour vous qui venez de prendre cette émission au vol, nous avons sur ce plateau le professeur Clotaire Agosou. Récemment, nous avons appris qu'au thème des examens, je ne sais pas si c'est la première session en première année de droit, qu'il y a eu 4 admis. Ça fait beaucoup de bruit dans le pays. Cher professeur, est-ce que c'était des rumeurs ou vous voulez nous confirmer que c'était effectif? Alors, je voudrais d'abord... En son temps, j'ai été appelé par tout le monde. Mais je suis intervenu sur les chaînes nationales pour donner le point de vue de la faculté. Et en tant que chargé des affaires académiques, j'avais bien éclairci. J'ai dit, alors, il y avait eu 4, mais on était juste à mi-parcours. On n'avait pas encore fini. On a juste affiché des résultats d'étape. Alors, l'université n'est plus comme cela était quand vous et moi on y étions. Expliquez-nous. Ça veut dire que c'est le système LMD. D'accord. Et donc, dans le système LMD, on donne des résultats de parcours, à mi-parcours. C'est ces résultats à mi-parcours. Première session, non? Non, ce n'est plus en termes de première session ni de seconde session. D'accord. C'est pas comme ça. C'est des examens de semestre. Ça ne se fait pas semestre. D'accord. Vous comprenez? Alors, l'étudiant est libre de choisir ce qu'il a éliminé. Vous comprenez? Et donc, ceux qui ont rigoureusement choisi de tout éliminer dès maintenant ne sont que 4. C'est leur choix. Vous comprenez? Mais quand on a fini et qu'on a donné les résultats définitifs, à la fin, il y a eu 43% d'admis. Et ça, vous ne l'aviez pas dit. 43%. 43%. Vous voyez? Et donc, et puis, d'abord, je tenais à dire... Plus de 50% d'étudiants je disais d'abord... échoué. Oui, non, mais écoutez, je n'avais pas 2458 étudiants tels que les journaux ont publié. Vous saviez combien, professeur? J'avais 1458 étudiants. Parce que sur les 2458 ou 52 publiés, il y a ceux qui sont réellement à la fac de droit. Vous savez, il y a des gens qui s'inscrivent juste pour prendre la bourse ou les secours, et puis ils sont... Oui, ça continue encore? Ah oui, mais bien sûr. Des gens qui, juste pour la forme, pour continuer de prendre le secours, parce qu'on les a classés là-bas. Donc, parce que c'est pour ça, c'est pour fausser ces calculs-là, que nous avons décidé, depuis 2 ans, ce qu'on appelle une instruction pédagogique. Et ça nous permet d'avoir le chiffre réel d'étudiants que nous avons. Et c'est ce chiffre que je vous ai dit, qui sont réguliers. Qui sont réguliers. D'accord. Qui sont réguliers. Et c'est ceux-là qui sont allés composer, réellement. Donc, et encore que sur ces 1300 et quelques, ce n'est pas ces 1300 et quelques qui viennent réellement au cours. D'accord. Il y a ça aussi, également. Donc, vous voyez, et donc, il y a tous ces
chiffres Oui. qu'il faut savoir manipuler avant de publier ce que vos confrères avaient publié en son temps. Nous aussi, on en a parlé sur ce plateau. Oui, j'avoue que je n'avais pas appris pour Eden TV. D'accord. J'avais appris pour Radio Cotonou, j'avais appris pour Fraternité FM à Parakou, et je suis allé sur ces différentes chaînes pour intervenir, pour leur dire, voici la réalité des choses. Et puis, bon, quand les résultats de définition sont sortis et que c'est 43%, on n'a plus... Donc, voilà. Pour ça, au Bénin, on a comme impression que c'est quand les étudiants échouent nombreux aux examens à l'université que le professeur, il est bon. Alors qu'ailleurs, on constate que l'échec des étudiants donne de l'insomnie aux professeurs. Est-ce que nous allons en arriver là, si vous confirmez ce que je dis? Non, je ne peux pas confirmer ce que vous dites. C'est évident que je ne pourrais pas confirmer ce que vous dites. Alors, quand un étudiant échoue, ça donne de l'insomnie à l'enseignant. Même au Bénin? Même au Bénin. En tout cas, je suis un enseignant, j'ai des collègues. Tout à l'heure, avant de vous rejoindre ici, j'ai déjeuné avec des collègues. Vous voyez? Donc, on parle des étudiants. Et donc, ce n'est pas... Mais j'écoute les étudiants. Hein? Oui, mais ça, vous... J'écoute les étudiants. Mais écoutez aussi ils disent, professeur, j'ai fait toutes les preuves. On a même fait ça au TD. Mais il nous a donné 11. Il a du plaisir à nous donner 11. Non, du tout pas. Quand un étudiant mérite 18, il a les 18. Quand un étudiant mérite 2... Chez vous, peut-être, professeur. Mais je suis vice-doyen d'une faculté, monsieur le journaliste. Et ce que je vous dis, on ne corrige pas parce qu'on connaît celui qui est derrière la copie. C'est vrai, c'est sous anonymat. Voilà. On ne corrige pas parce qu'on connaît celui qui est derrière la copie. Mais il y a peut-être une autre manière à redéfinir. C'est-à-dire, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas enseigner l'orientation universitaire dès la première année aux étudiants? Oui, mais ça, parce que c'est enseigner, oui, c'est vrai. Enseigner, je dis, l'orientation universitaire. C'est-à-dire, l'étudiant, il vient à l'université, il fait d'abord 1 an pour mieux comprendre ce qu'est l'université. D'accord. Parce que dans certains pays, ça se fait comme ça. Et également, le droit. Monsieur le journaliste, dans certains pays, ne va à la faculté de droit que celui qui a déjà fait une autre faculté. Alors, le droit, c'est une science de prestige. Ça, je vous le dis. Vous êtes en train de le rendre ainsi aussi chez nous? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, du tout pas. Du tout pas. On fait tout possible que ce soit aussi compréhensif, aussi accessible à tout le monde. D'accord. Mais vous allez découvrir en avançant que des gens n'ont pas cette potentialité. Et ça revient toujours aux parents qui, parce qu'il veut, ayez l'amabilité de dire, pour faire le droit, voici ce qu'il faut. Et donc, que le parent puisse bien se renseigner avant de dire, mon enfant doit faire le droit, mon enfant doit faire le droit. Le droit, il est très jaloux. Pourquoi? Le droit est jaloux. Vous ne jaloux. pouvez pas faire le droit et en train de faire autre chose. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais non, vous ne pouvez pas. Là, vous ne serez pas un juriste. On allait en géographie, on s'inscrivait en droit, on n'allait pas en faculté de droit. Alors, donc, vous vous amusez avec le droit. Vous n'allez pas être un juriste. Vous allez être alors un juriste à talon faible. Juriste à peu près. De l'à peu près. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle le criminel. Il couture les roues. C'est celui-là qui va interpréter à tort et travers les tests. Celui-là qui n'a aucune visibilité, aucune vision de ça. L'esprit critique qui n'en a pas. Et celui-là qui est peut-être un béni oui. Beaucoup d'étudiants pensaient qu'il fallait bûcher seulement les cours pour s'en sortir en droit. Ah non. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut bûcher, mais vous ne pouvez pas bûcher tout un code civil, vous ne pouvez pas bûcher tout un code des personnes de la famille qui se trouve à 1014 articles, vous ne pouvez pas bûcher tout ça. Puisque vous l'avez évoqué, code de la personne et de la famille, professeur, vous avez fait votre thèse d'ailleurs sur le droit de la famille, vous l'avez dit, hein? Oui. Je ne me trompe pas. Oui. Vous avez fait des publications, entre autres, sur le droit également de la famille, mais ce qui a retenu notre attention, c'est ce grand colloque international que vous avez organisé à Cotonou lors des 20 ans du Code des personnes et de la famille. Cher professeur, quelles ont été vos sources de motivation pour en arriver là? Parce qu'on connaît le bruit que ce colloque a eu à faire sur le plan international. Oui, c'est ça. Alors, le Code des personnes de la famille, c'est notre constitution de tous les jours. Vous et moi. Et des téléspectateurs, des auditeurs de Diaspora FM également. De Diaspora FM, de Eden TV, tous les jours que Dieu fait. Ça, vous l'utilisez. Vous faites des choses
soit vous le brimez, soit vous violez, soit on va dans tous les sens. Donc, le code des personnes de la famille, c'est notre vie quotidienne. Alors, mais beaucoup de nos téléspectateurs qui nous suivent, de nos spectateurs qui nous écoutent, ne connaissent pas ce qui se trouve dans ce document. C'était pour nous, ça fait 20 ans que cet outil fondamental de notre vie a été voté. C'était pour nous l'occasion de revenir sur certains débats. Le débat de la polygynie, le débat du concubinage, le débat du conjoint de fait, la succession du conjoint de fait. Vous êtes resté avec un homme pendant 42 ans, et puis on vous dit que vous n'êtes pas sa femme, vous ne pouvez pas hériter. C'est des questions. La question de la dot, de revenir sur ces questions-là. De revenir sur ces questions-là, qui sont des questions très très importantes, sur lesquelles on est revenu lors de ce colloque pour évaluer où est-ce qu'on en est. Et donc, ce colloque... Les questions de l'énergie aussi, dans la famille. Oui. Consommation de l'énergie. Oui. Comment est-ce que la famille peut contribuer à l'efficacité énergétique? C'est ça. Nous consommons l'énergie. Comment est-ce que l'énergie est produite? Il faut le dire. Mais comment nous devons consommer moindre afin que beaucoup d'entre nous puissent en avoir? Parce que vous savez, il y a des contrées encore au Bénin où les gens n'ont pas d'électricité. Oui. Malheureusement. Oui. Malheureusement. Si beaucoup n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau. Donc ça, c'est important de réfléchir sur des questions liées à la famille. La question de l'égalité. La question de la liberté au sein de la famille. Et enfin, le troisième principe, la question de l'autorité. Alors lorsque la liberté et l'égalité sont mal définies au sein de la famille, c'est toute la société, et bien c'est l'État même qui s'effondre. Ah oui? Oui. C'est l'État même qui s'effondre. Et donc, il faut faire de telle sorte qu'on puisse mieux concevoir ce qu'on veut, de quel citoyen nous avons besoin demain. Et là, ça passe par se dire, poser la question de savoir l'enfant appartient à qui? À l'État ou à la famille? C'est un véritable débat qu'il faut mettre au centre. Et pouvoir construire la nation de demain. Pouvoir construire la nation de demain. C'est très important avec ce qui se passe. C'est pour ça que, par ce colloque international, nous avons réuni les meilleurs experts de ce monde sur Cotonou. Je le confirme, professeur. Et donc, pour réfléchir sur ces questions-là, où des conclusions ont été prises. Il y a eu un rapport général de ce colloque et que dans les tout prochains jours, nous allons rencontrer le président de la commission des lois, qui était même à ce colloque. Nous allons rencontrer le président de la commission des lois. Nous allons rencontrer le président de la commission de l'éducation de l'Assemblée et enfin le président de l'Assemblée pour leur montrer, leur apporter le rapport général de ce colloque et enfin proposer des modifications dans le code des personnes et de la famille pour que ça reflète plus nos réalités de tous les jours. Ces modifications iront à l'avantage de qui? De la femme ou de l'homme? De la famille. D'accord, belle réponse, professeur. Bientôt 10 ans de gestion du pouvoir du président Patrice Talon. Si on vous demandait de décrire le Bénin d'aujourd'hui en quelques phrases, sachant bien d'où nous sommes partis il y a plusieurs dizaines d'années, qu'allez-vous dire, cher professeur Clotaire Agossou? Alors, première chose que je vais dire, le Bénin d'aujourd'hui, c'est un Bénin mieux tracé en termes de route. Première chose. Deuxième chose, c'est un Bénin où le policier joue plus ou moins son rôle. Servir, ça fait partie de la devise. Servir et protéger. Il sert plus. Alors, je vous raconte une histoire. Allez-y. Alors, j'ai quitté Parakou, je suis arrivé à Cotonou, j'arrive à hauteur de Carrefour, du stade de l'Amitié, et puis mon véhicule a un problème. Oh. Mon véhicule a un problème. Vous imaginez, les policiers sont venus m'aider à pousser le véhicule. Mais il y a quelques années, les policiers ne m'auraient pas aidé. Ils seraient venus crier sur moi d'abord. Et si possible, s'il faut que... Bon, vous imaginez. Donc ça,
c'est un spectacle nouveau. Ça, c'est un spectacle nouveau. Quand je continue toujours dans le domaine, la police est devenue une régie financière, en quelque sorte. Et ça, une manière de renflouer la caisse, mais également l'utiliser pour la construction. Regardez les voies. Ça, c'est un autre bénin. Également sur le plan industriel. Mais la police, on ne va pas finir avec la police comme ça. Je peux dire aussi que la police nous oblige à vivre. Lorsque on met les radars sur les routes, c'est pour nous empêcher de faire des accidents et mourir. C'est pour ça que je vous ai dit que la police est devenue une régie financière. Oui, mais je voudrais que vous insistiez là-dessus. Oui, mais dans le même temps, c'est pour notre sécurité. C'est pour notre sécurité. C'est que le travail que fait le CNSR dans l'éducation de la population, je crois qu'ils ont entrepris là des campagnes dans les établissements, dans les collèges d'enseignement secondaire, dans les primaires, pour expliquer les règles de la route. Et ça fait que dans les réformes de nos curricula à l'université, nous avions également tenu compte de ces changements pour revoir nos offres de formation. Puisqu'on a la possibilité, toutes les 4 ans, de modifier les offres de formation, de modifier les curricula en tenant compte de l'évolution de notre société. Ce qui a été fait. De nouvelles matières ont été introduites pour tenir compte de ce qu'on cherche, de citoyens qu'on veut construire pour demain, le citoyen modèle dont on est à la recherche. Et c'est ça, tout ça. Et donc, le Bénin d'aujourd'hui, c'est ce Bénin-là où les finances publiques ont été assainies. Alors, on ne va plus en mission aujourd'hui avec plein de CFA dans les sacs. Comment? On part comment? On part avec une carte. Si on a de la chance, que la carte sort vite, c'est important. On part avec une carte. Sur la carte, il y a quoi? C'est sur la carte que vous avez vos frais de mission. Et qui sont bien déterminés, bien définis, en tenant compte de là où vous allez. C'est important. Mais ce n'était pas comme ça. Le carburant sur la carte aussi, non? Oui, tout est mis ensemble pour vous aussi. Vous devez utiliser les carburants, vous avez les chèques carburants, tout est mis ensemble. Et donc, il y a ces réformes-là au niveau des finances publiques. Vous voyez, c'est important. On a tout fait de faire du trésor public la banque primaire de l'État. Et la dématérialisation, est-ce que vous l'avez senti à l'université? Mais si, aujourd'hui, vous ne pouvez plus, quand vous êtes venu pour faire une demande d'attestation, une demande de diplôme, ben vous payez en ligne, dans les caisses du trésor public. Et c'est cette quittance que vous apportez. Ah bon? Oh ben oui. Il n'y a plus à remettre de l'argent à un agent pour dire je paye une quittance. Même les frais d'inscription pédagogique, vous le payez en ligne. Vous payez dans le compte du trésor de l'État. Et puis vous apportez la quittance. Tout est centralisé. Tout est centralisé. En tout cas, sur ce plan-là, tout est vraiment centralisé. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est vrai qu'on dénote, ça fait que on dénote des lenteurs dans la rétrocession. Parfois, on semble finir, on tend vers la fin de l'année avant que les rétrocessions ne viennent. Et donc ça met en mal le fonctionnement. Et on dit on regroupe tous les marchés et puis il faut passer, ça met du temps, on n'a pas les outils pour travailler et donc ça c'est des choses qu'on a qu'il faudra corriger. D'accord. Qu'il faudra corriger, mais ceci dit, le fond y est et ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Professeur, on ne peut pas faire cette émission jusqu'à cette étape parlant d'actualité socio-politique où l'on a déposé les dossiers des duos de candidature et on a observé une situation déplorable au sein d'un parti de l'opposition. Politiquement parlant, si vous devez quand même porter un regard sur ce qui se dit dans l'opinion publique, ce qui se passe où l'on parle de parrainage, l'on parle de gestion de parti et tout, quelle appréciation allez-vous faire? Alors, je vous annonce déjà peut-être que le CESE, le Cercle des enseignants du supérieur engagé, a prévu faire une conférence, débat sur la question. C'est ça, les engagés.
Ah oui. Oui, oui, si. Donc, on a prévu faire une conférence de débat sur cette question-là. On va, au moment opportun, on attend un peu et on va faire un débat là-dessus et se prononcer, expliquer au peuple et donc expliquer. Alors, par rapport à partie de l'opposition, question de parrainage, le juge judiciaire qui intervient. Alors, ce que moi je peux dire simplement, est-ce que on va se poser la question de savoir est-ce que le juge judiciaire avait-il pouvoir d'intervenir dans ce dossier? Est-ce que ça pouvait l'être? Alors, sur la forme, je vous le dis, sur la forme, Monsieur Agua, j'ai prêté chez vous votre moto, ou du moins vous êtes venu me remettre votre moto, dit je laisse ma moto chez toi. Et je voyage, au retour. Au retour, je recherche. Et puis au retour, je ne vous remets plus votre moto. À partir du moment où je ne vous remets plus votre moto, vous avez la possibilité de saisir le juge. Ça peut être votre moto, ça peut être votre montre, ça peut être les papiers de votre moto, ça peut être... Vous pouvez saisir le juge, n'importe quel document, quel qu'en soit le document. À partir du moment où c'est à vous le document, et ça n'appelle que votre nom, vous pouvez saisir le juge pour qu'on ordonne la restitution de ce qui vous appartient. D'accord. Donc sur ce plan, il n'y a pas de souci. Donc, celui qui se trouve dans ce cas, pour un papier qui lui appartient et qu'il suppose que l'autre l'aurait gardé par-devant lui, contre le gré de celui à qui ça appartient, eh bien, peut bel et bien saisir le juge judiciaire pour qu'on ordonne la restitution de ce qui lui appartient. Et donc, ce qui est fait. Donc, sur cette forme, je suis pleinement d'accord sur ce plan. Alors, sur la question de savoir, est-ce que, dans le même temps, je peux aller jusqu'à dire, celui qui garde la chose, de dire que ce n'est pas à lui, c'est à moi. La possession, la propriété, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas à lui, c'est à moi. Donc la question de à qui ça appartient, d'annuler, de ne pas annuler l'acte, là ça devient une question vraiment très importante qu'on appelle de fond chez les juristes. D'accord. Ce n'est plus de la forme, ça. De fond. Question de fond. Alors, de fond, c'est celui qui doit connaître de ça qu'il doit connaître. Et ça, c'est le juge constitutionnel. D'accord. Ça, c'est le juge constitutionnel. Et donc, à mon humble avis, sauf, je peux me tromper, je ne suis pas constitutionnaliste. Je peux me constituer. Mais de la logique juridique me semble dire que c'est le juge constitutionnel sur le fond de dire est-ce que le parrainage, il doit être annulé ou pas. Je trouve mieux la place du juge constitutionnel à ce niveau. Je ne trouve pas la place, je ne trouve pas de place au juge judiciaire. Je ne trouve pas de place au juge judiciaire. Mais le juge judiciaire peut par contre dire, je fais injonction à la Sénat, je fais injonction au président du parti de retourner le document de celui qui appartient au document, à l'intéressé. Donc voilà, et donc vous devez le faire. Vous n'avez... Alors on va me dire que... Exécution à la minute par exemple. Oui, si vous ne l'exécutez pas, vous avez tant du truc ça. Alors vous allez me dire, mais ça aura servi à quoi? C'est une question de délai. Et c'est là que c'est de la stratégie politique qui est en jeu. D'accord. De la stratégie, pas politique, juridique. Juridique, stratégie juridique. De la stratégie juridique. Alors, je peux créer le choc en disant au juge judiciaire de statuer sur ce qui n'est pas à lui. Pour créer le choc. Parce que j'espère quelque chose devant. Et il revient alors à ceux qui vont attaquer ça, de l'attaquer. D'accord. C'est pas mon problème. D'accord. Donc si je demande et que le juge le permet, j'avance. Et donc ça, c'est de la stratégie juridique. Et donc qui a été fait dans cette décision. Et donc ça, c'est ce que je peux expliquer par rapport à cette décision et ce que je vais vous donner en ce qui concerne mon avis. Très bien. Ce qui concerne mon avis par rapport à ça. Et donc je vous dis, si j'étais l'avocat d'un camp ou dans l'autre, ce que je pourrais faire serait tout autre chose. Oui. Bientôt 10 ans de gestion, on en a parlé, mais en quoi contribuerez-vous, cher professeur, à la dynamique actuelle si elle continuait comme le souhaitent les partis de la mouvance et comme César le souhaite également? Oui, justement, là je profite pour saluer mes autres membres du bureau du cercle, la professeure Onidim Koukoui, le professeur Guy Wokou, le VR Abiodun Oronla, et puis moi-même. Et donc, vous voyez, on a mis en place tout un travail qui sera fait à partir du 20 prochain, jusqu'en juin 2026. Ah bon? Oui.
travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je vous ai parlé des conférences débat, par exemple. Oui. Pour parler des questions d'actualité qui se passent, expliquer, dans une logique de continuité, d'une vision globale des choses. Donc, on va chaque fois expliquer dans cette triptyque dont nous avons parlé, continuité, fidélité, jeunesse. Donc, des conférences débats, également descente dans des radios locales pour parler dans les langues nationales. D'accord. Nos collègues, j'ai commencé cela déjà hier, j'étais dans le mono pour parler. Vous avez parlé quelle langue? Péda ou vous avez parlé quoi? Je parle le Péda un peu, je parle le Mina également. Le Mina, d'accord. Je parle aussi le Sahwe, le Bopa. Le Sahwe, d'accord. Donc voilà, donc à peu près. Donc ça, c'est important, si ces questions-là. Nous avions déjà dit. Également, nous allons organiser des concours d'art oratoire. Nous allons organiser tout un programme. Nous allons organiser des procès fictifs dans nos 4 universités publiques. D'accord. Ça, c'est important. Et donc, nous allons créer des comptes sur les réseaux sociaux. Oui. WhatsApp, Facebook, TikTok, tout ça. Et nous allons expliquer. Nous serons proches de la jeunesse pour leur expliquer les choix qui ont été faits jusque-là. Et également le programme du candidat auquel nous comptons participer à la rédaction et donc expliquer tout cela à la population pour qu'ils comprennent que ce choix vraiment respecte la continuité, respecte la fidélité et est fait pour la jeunesse. C'est ça. Oui. Mais pour ça, on voit quand même que vous êtes très organisé avec Césé, et que vous avez un plan à développer, que votre vision n'est pas forcément politique. Non. Césé n'est pas alors politisé? Non, du tout pas. Je vous ai dit, pour tout ce que nous faisons, toutes nos sorties, tout ça, nous cotisons. Vous cotisez? Nous cotisons au Césé. D'accord. Nous avons, c'est sûr, nous fonctionnons sur nos propres cotisations. D'accord. Donc vous avez la liberté. Voilà. Personne ne vous impose ce que vous devez faire. Nous ne dépendons de personne. Alors, certains peuvent penser que le fait d'avoir créé le Césé, c'est est-ce qu'on ne bouscule pas les règles des partis politiques? Est-ce que ce n'est pas une question? Mais du tout pas. Est-ce que ça ne deviendra pas plus tard un parti des océans? Un parti politique, comme les gens le font? Je ne sais pas, on n'en est pas encore là. Mais pour le moment, nous savons que ceux qui sont au Césé sont de toute obédience politique. Vous pouvez être BR, vous pouvez être RN, vous pouvez être Moël Bénin, vous pouvez être UPR, vous pouvez être sans parti. Et puis, les gens se retrouvent mieux dans ça. D'accord. Les gens se retrouvent mieux dans ça que se retrouver dans les canaux du politique. Alors, la question de savoir, mais cette réforme partisane qui a été faite dit que c'est au sein des partis politiques qu'il faut militer, donc il faut aller entrer. Alors, ici, nous sommes dans une élection présidentielle. Et le président de la République supplante tout ça. On va voter pour un individu. Là, on ne vote pas pour un parti politique. Pour les législatives, les communales, je comprends qu'on vote pour un parti politique. Même pour le présidentiel, pour les présidentielles, on vote pour un individu. On va choisir pour un individu. Donc des partis peuvent demander qu'on vote pour l'individu et les gens vont dire non, on ne veut pas donner. Nous, on ne veut pas voter pour cet individu, nous, on veut plutôt voter pour tel individu. Vous pouvez d'un parti politique dire non, mais c'est plutôt l'autre qui m'intéresse dans ce qu'il me propose comme plan d'action. Et ça, nous, on a compris tout, c'est normal. Compte tenu de notre position, vous êtes la crème nous sommes ceux qui ont vu des génies s'élever. Nous avons également vu, nous sommes ceux-là qui sont aussi aux premières loges de voir des génies s'étioler, des avenirs s'étioler. Et donc c'est à nous de dire clairement comment ça se passe dans les amphithéâtres, qu'on est dans nos laboratoires, dans nos bibliothèques, comment ça se passe. On n'est pas opportuniste non plus. C'est bien une vision bien tracée par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé ces 10 dernières années dans l'arène politique. Et c'est ça qui nous amène à aller dans ce sens-là. Professeur, nous sommes lentement mais sûrement en train d'aller vers la fin de cette émission. Il nous reste exactement, je vais vous le dire, 2 minutes.
pour clôturer donc cet entretien. C'est allé très vite et je sais que vous avez dit beaucoup de choses. Et cher professeur, quel sera votre mot de la fin et pourquoi pas un appel à ceux qui hésitent encore à intégrer ce cercle des enseignants, mais également un mot à l'endroit de vos étudiants, des facultés ou bien de la faculté de droit et de sciences politiques, l'Université de Parakou. Alors, je voudrais d'abord dire pour les collègues qui ne sont pas encore manifestés. J'avoue que j'ai eu des coups de fil partout. J'ai déjà inscrit, hein, nous sommes à près de 300 aujourd'hui engagés. Nous sommes déjà engagés. Donc j'en appelle à d'autres de nous rejoindre. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un parti politique qu'on ne peut pas être membre du CESE. Donc ça, c'est un... Et puis le CESE n'est pas un parti politique. Pour ceux qui n'aiment pas entendre parler de partis politiques dans leur réseau. Donc je vous invite tous à nous rejoindre dans ce cadre de concertation, dans ce cadre de discussion. Et c'est de la discussion que jaillit la lumière. Ah, mes étudiants, c'est vrai, vous ne m'avez jamais vu dans la politique. Tenez-vous tranquille, je ne suis pas dans la politique. Je suis de défendre un choix. Un choix que j'ai trouvé nécessaire. Un choix que j'ai trouvé nécessaire à défendre. Parce que portant 3 valeurs que vous me connaissez, donc vous connaissez, j'incarne. La continuité, la fidélité. Elle est très importante, la fidélité. La fidélité, oui. Elle est très importante. C'est des valeurs qu'il faut enseigner à nos enfants. Et enfin, la jeunesse. Je vous prie de regarder, vous verrez, le meilleur reste à venir. Professeur, vous n'êtes pas dans la politique comme vous le dites tantôt, mais la politique peut être en vous. Alors, oui, monsieur le journaliste, c'est possible. Si vous ne faites pas la politique vous fera. Peut-être, comme on le dit. Mais ici, c'est l'universitaire, c'est l'enseignant qui parle. Peut-être avec des propos de politiciens, mais c'est vous dire que l'intellectuel, pendant longtemps, s'est tu. Et voilà ce qu'on observe. Il faut maintenant qu'il se dégage. Et de quel intellectuel s'agit? Celui qui assume ses propos, s'engage réellement. Merci professeur, celui qui a su ses propos s'engage. C'est sur ces mots que nous allons vous remercier d'être venu dans ce studio pour donc répondre à nos questions et vous l'avez fait avec la manière vous avez éclairé la lanterne de ceux qui nous ont suivis, ceux-là qui nous ont suivis sur Diaspora FM et DNTV. Professeur, merci d'être venu. C'est moi. Madame, Messieurs, nous avons reçu pour vous sur cette émission spéciale le professeur Clotaire Agosou. Il est professeur agrégé des facultés de droit. Il est vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Parakou. Il est avocat. Il est venu ici. Nous avons fait le tour de l'actualité politique. Il a répondu à toutes nos questions. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie de bout en bout. Merci également à toute l'équipe de production et de réalisation. C'est Marcel Yedo qui a réalisé ce plateau avec Emmanuel Agbodjelou, le chef de service programme également, Martin Tonissé. Nous le remercions. Grâce à Modeste Moudek-Modi, vous allez suivre en direct cette émission sur nos différentes pages, mais également sur nos différents canaux, mais sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.